Je vous reçois aujourd'hui dans l'épisode numéro 9 de Sage Transition et je vous amène à la rencontre de Alexandréani qui est non seulement une comédienne, mais aussi une championne de boxe. Et tous ses apprentissages et la manière dont elle a arpenté la vie lui donnent aujourd'hui l'occasion de faire passer des messages aux femmes. Sage Transition, le podcast des défis de la vie, présenté par Brigitte André. Eh bien, bonjour Alix. Bonjour. Je suis très contente de te rencontrer parce que c'est vrai que ton parcours de transition, il est permanent chez toi. C'est vrai que tu es passé de transition en transition vraiment très large bien souvent. Et bien justement, j'ai envie de te dire, mais aujourd'hui, qui tu es en fait? Ça c'est une question très très difficile. Qui suis-je? Je sais pas si je sais encore tout à fait qui je suis. Ce que je sais de moi, c'est que j'essaye au maximum de suivre mes désirs. Mes désirs, mes envies professionnelles, les gens avec qui j'ai envie de travailler, ce genre de choses. Je suis mon instinct. Si je me sens pas bien à un endroit ou pas bien avec des gens avec qui je travaille, j'écoute cet instinct qui me dit que je ne suis pas heureuse et j'essaie de trouver l'endroit où je me sens bien, où je suis heureuse. C'est quand même fabuleux dans votre génération, vous faites ce que nous, on n'a jamais osé faire, qui est effectivement de prendre des décisions pour soi et pas pour l'extérieur, le confort, les amis, les enfants, le regard de l'autre. Et donc, je suis très admirative de ce que vous faites en tout cas. Et alors, aujourd'hui, toi, Alix, qu'est-ce qui s'est passé pour toi avant d'être là où tu en es maintenant? Je sais qu'il y a un moment où tu avais un métier qui était dans le théâtre, peut-être que là, tu vas nous dire un mot. Et puis, il y a un moment où tu as senti que tu arrivais au bout d'un processus. J'ai fait beaucoup de théâtre, donc j'ai fait ma première reconversion dans le théâtre d'ailleurs, parce qu'avant j'étais dans l'immobilier. Et puis je me suis découverte une passion que je soupçonnais depuis toujours être là, mais ça a été le moment, voilà, 24 ans où j'ai pu vraiment aller dans le sens de cette passion que j'avais pour le théâtre. J'ai fait des études, j'ai fait 5 ans d'études, de formation en théâtre, et puis j'ai commencé à monter mes propres projets. C'était en partant de rien, en partant de zéro, c'était des super aventures, je regrette rien, mais c'était aussi épuisant. J'ai monté 3 spectacles ou co-monté 3 spectacles en 2 ans. Et ça m'a mise sur les rotules à la fin de la dernière exploitation du dernier spectacle que j'avais monté, qui était un assez gros spectacle. Donc j'ai fait un petit burn-out. Alors ça va, c'était pas d'un coup je peux plus me lever du lit du tout. Je sais ce que c'est un burn-out vraiment violent. J'ai pas eu ça, Dieu merci, mais ça pointait le bout de son nez. Moi qui n'ai jamais procrastiné et qui remettais jamais les choses, voilà, les trucs administratifs ennuyeux à faire, je les remettais jamais à demain. J'étais toujours vraiment une très bonne élève. Là, je me voyais vraiment fuir toute situation de stress, être dans faire l'autruche sur des choses à gérer que je n'arrivais plus à gérer. Dès que ça me procurait du stress, je fuyais et c'était pas moi du tout. Donc je me suis dit bon là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Ça ne me rend plus heureuse. En tout cas, de le faire comme ça ne me rend plus heureuse. Ça me rend malade carrément. Et c'est quoi qui a été vraiment, à un certain moment, le trop, tu sais, l'événement qui te dit, ah là, top, là, j'arrête, il faut que je change quelque chose. Est-ce que tu te rappelles de ce moment où il y a... Oui, alors je me souviens de la cause. Ou plutôt peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dirons-nous. C'est un comédien avec qui je travaillais qui nous a fait l'enfer en fait. C'était quelqu'un qui, je pense, n'allait pas très bien.
qui nous a fait la misère parce que c'était impossible de le contenter. On travaillait avec lui sur un projet, on était deux co-metteuses en scène. On a fait travailler les comédiens dans, moi j'estime, de bonnes conditions. Tout le monde était payé, tout le monde était vraiment bien logé, etc., etc. C'était jamais, ça n'allait jamais pour lui. Il était toujours vraiment très rancunier, et ça se ressentait dans son. Il en devenait plus professionnel sur scène. Il nous faisait payer des choses dans son jeu d'acteur. Donc là, ça devenait vraiment très problématique. En fait, on n'a pas réussi à trouver l'endroit où. Alors nous, on aurait préféré qu'il se sente bien, mais on trouvait pas cet endroit-là et on n'arrivait pas à trouver non plus l'endroit où lui mettre des limites. Pour que ça cesse et qu'il reste professionnel, parce qu'à un moment il y a quand même un travail à faire, on n'est pas juste des bons copains C'est ça. Donc ça nous a, mais j'étais déjà fatiguée d'avant ça nous a vraiment miné plus oui, alors ça c'est important de le dire. J'ai eu plein de transitions, mais aussi il y a eu vraiment des moments où tu étais dans la douleur. Sur la fin de ce projet-là, on a perdu quand même pas mal d'argent parce qu'on a décidé de payer tout le monde, quoi qu'il nous en coûte. Et j'ai dû vraiment piocher dans mes économies pour vraiment pouvoir tenir mes engagements vis-à-vis de mes comédiens. Donc, ça a été une énorme source de stress en plus de ce qu'on avait à gérer humainement avec ce comédien qui était vraiment très, 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 très compliqué à gérer. Donc, ça nous a causé un stress monumental à l'autre commetteuse en scène et moi-même. Et c'est là que j'ai commencé à sentir que il fallait que je me sorte de cette situation et que j'aborde enfin, je sais pas, fallait que ça s'arrête. Est-ce que tu penses que tu avais fait le spectacle de trop? Non, je pense pas. Mais avec le recul, je pense que on s'est précipité. On aurait dû, je pense, attendre un an de plus. C'est ça, d'accord. Ouais. Parce qu'il y avait des signes déjà avant-coureurs quelque part de c'est trop, parce que tu m'avais dit dans la préparation qu'en fait, vous faisiez tout toute seule. Oui. Et que ça, c'était quand même aussi très, très lourd. Ouais. Alors, je fais pas tout toute seule. Sur mes spectacles, j'ai une boîte de prod qui s'occupe de toute la production exécutive de mes spectacles, donc qui gère quand même pas mal de choses. Je les paye pour ça. Mais c'est des bons camarades et c'est des gens formidables avec qui j'adore travailler. Donc, ils me prennent quand même une grosse charge de l'organisation des spectacles. Mais la charge mentale, elle reste, et la charge financière, elle restait quand même sur mes épaules. Plus je jouais dans les spectacles que je montais, en tout cas j'étais à la création, après je me faisais remplacer pour enchaîner sur d'autres spectacles, plus à la mise en scène ou à la co-mise en scène. Donc c'était vraiment beaucoup, j'étais partout et à un moment pas de répit quoi. Donc oui, à un moment c'est fatigant, c'est sûr. Mais je l'ai aussi fait parce que j'avais en tout cas l'impression que si je voulais monter sur scène, je pouvais pas attendre qu'on vienne me chercher sur en plus des projets qui n'allaient pas forcément. C'est très très subjectif. Donc quand c'est les projets des autres, c'est les visions des autres. Ça peut être formidable, comme ça peut être pas du tout ta tasse de thé. Donc j'ai décidé de prendre en charge tout ça sur mes épaules parce que j'avais envie de travailler. Donc j'ai décidé de pas attendre que ça se passe et de pas forcer pour travailler sur des projets qui me tiendraient moins à cœur. C'est ça. Et donc, en fait, ce que tu dis, c'est que tu es arrivé au bout d'un cycle et que ton corps est en train de le sentir aussi. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait alors? Alors, à ce moment-là, donc,
on avait terminé une grosse série de représentations, donc on savait que ça allait un peu redescendre le rythme aussi. Là, je me suis dit, bon, j'arrête d'essayer d'être le moteur sur chaque poste et d'essayer de faire avancer, de faire tout avancer, comme si tout reposait absolument sur mes épaules. J'essaie de prendre un peu ce que la vie va m'amener. Donc, j'ai levé le pied vraiment sur le théâtre, sur ma compagnie. Et je me suis concentrée sur le sport parce que par ailleurs, j'ai toujours été très sportive. Et à cette époque-là, je faisais déjà de la boxe thaïlandaise. Je commençais à avoir un vraiment niveau pas mal. Et je combattais déjà et j'avais envie d'aller plus loin. Je rêvais d'avoir un titre de championne de France. Donc, je me suis dit, bon, le théâtre, là, vraiment, j'en ai plein le dos, j'en peux plus, ça ne me rend plus heureuse pour le moment, parce que c'est vraiment toujours ma passion et je rêve vraiment de remonter un spectacle ou de travailler sur un spectacle qui m'anime, mais plus comme ça. Là, j'ai appris de mes erreurs. Donc, je me suis concentrée sur ce que j'avais dans les mains, la boxe. Là, c'était facile. J'avais que à sortir de chez moi, aller m'entraîner, aller à la salle, aller m'entraîner, rentrer chez moi, bien manger, aller chez le kiné, faire ma récupération, etc. C'est pas compliqué. Là, vraiment, pour me remettre en selle un petit peu psychologiquement, j'ai commencé aussi à aller voir une psy parce que je me suis dit, je veux pas retomber dans cette sorte de spirale vraiment où tu dors plus la nuit, tu as un poids sur la poitrine sans arrêt, des petites crises d'angoisse qui t'arrivent comme ça, c'est invivable. Donc, je voulais faire en sorte que ça n'arrive plus, donc trouver les causes et travailler là-dessus. Et donc, beaucoup de sport. J'étais encore quand même bien stressée et mon corps m'indiquait que ça n'allait pas parce que j'arrêtais pas de me blesser. Je faisais des contractures tout le temps. Donc, quand bien même, je continuais à m'entraîner parce que j'avais un combat, j'avais une échéance, c'était les championnats régionaux. Donc, j'ai rien lâché, je me suis mise à fond sur cet objectif-là. Et puis, c'était dur, hein, c'était vraiment dur, j'étais crevée, mais j'ai tenu et j'ai gagné les championnats régionaux. Donc, ça, c'était... Merci. Ça, c'était une première étape. J'étais bien soulagée et là, la machine était lancée, donc ça allait mieux. Je me blessais moins, je commençais à avoir moins de stress, etc., etc. J'ai commencé aussi à m'entraîner avec un nouveau coach qui m'a vraiment super bien prise en charge et qui m'a fait progresser énormément. Et ensuite, l'étape des championnats de France qui arrivait quelques mois plus tard, 2-3 mois plus tard. Donc, j'ai travaillé à fond, j'ai vraiment mis toute mon énergie là-dedans. Je m'entraînais 2 fois par jour, je faisais rien d'autre, hein, vraiment. C'était focalisé, c'était ton focus. Oui, ouais. Là, parce que je savais que... alors, dans comment dire, dans se mettre des objectifs, il faut que ce soit des objectifs quand même atteignables de manière objective, que ce soit quelque chose qu'on puisse faire. À ce moment-là, si mon objectif avait été de devenir championne du monde professionnelle, c'était pas du tout possible. Là, être championne de France amateur, c'était possible. J'avais une chance. C'était un beau challenge, mais j'avais quand même une bonne chance de l'être, si pas de blessure, si un travail vraiment avec beaucoup d'implications, etc., etc. Donc j'ai vraiment tout donné. Aussi parce que c'était un objectif à court terme ou moyen terme, c'était que quelques mois dans ma vie, parce que c'est un rythme que je peux pas tenir sur des années, c'est pas possible. Et ne serait-ce que pour ma vie professionnelle, je peux pas, si je m'entraîne 2 fois par jour, je suis vraiment très fatiguée, je peux pas avoir un travail à plein temps à côté. Donc voilà. Et tant et si bien que j'ai donc remporté mon premier titre de championne de France à ce moment-là. Donc j'étais vraiment très très
très très heureuse. Pas aussi heureuse d'ailleurs que ce que je pensais. Ah ouais. Ouais. J'étais contente, mais quand tu atteins un objectif qui t'a semblé tellement loin, important, difficile, et finalement tu l'atteins, et c'est quoi après? Oui, c'est ça. En Qu'est-ce fait, qu'on c'est ça. fait? C'est le après. Et là, en plus, tu t'étais donné complètement les moyens Mm. d'atteindre ton objectif. Donc, c'était aussi ça qui faisait que ça allait être un petit peu. Enfin, c'était évident. Enfin, c'est pas évident, mais c'était tout à fait faisable, en fait. Et Ouais. puis, c'est ça. Et puis, c'est ça. Une fois que tu as eu ce titre que tu voulais d'ailleurs, ben oui, et après, alors, Alix, qu'est-ce qui se passe? Alors après, il y a eu d'autres opportunités en boxe. On m'a proposé de boxer dans un très beau gala, qui me tenait à cœur parce que c'est un gala où il y a que des femmes qui boxent. Et dans mon sport, les femmes sont quand même pas très représentées. Euh, alors, statistiquement, hein, enfin, les chiffres le démontrent, il y a moins de pratiquantes que de pratiquants dans mon sport. Donc, c'est logique qu'on soit, si vraiment on se fie aux chiffres, c'est normal qu'on soit moins mis en avant, en tout cas qu'on soit moins visible que les combattants masculins. Mais il y a quand même un moment vraiment carrément une invisibilisation, je trouve, des boxeuses, encore à notre époque, même si ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais on est encore très loin du compte. Donc, moi, je milite un petit peu pour ça aussi. Et donc, ce gars-là, Allez, après, justement. Hein. d'accord. Ce gars-là, mais ne programme sur la fight card que des femmes boxeuses. Et donc, j'étais vraiment très, 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 très heureuse de pouvoir venir boxer dans cet événement qui devient de plus en plus grand, qui devient de plus en plus bankable, entre guillemets, donc qui donne de plus en plus de visibilité aux femmes, aux combattantes. Et c'est pour moi, c'est un grand honneur de faire partie de cette organisation quand je peux y combattre. Et voilà. Ça, en fait, finalement, c'était le début de quelque chose aussi, en fait. Oui. C'était le début de quoi alors? Parce que j'ai trouvé, moi, dans toutes les transitions que tu m'as racontées, qu'il y avait vraiment quelque chose de très particulier chez toi, c'est que tu amènes toujours tous tes acquis précédents dans le nouveau. Euh, comment te dire? Je crois que je suis peut-être formatée peut-être c'est mon père qui m'a transmis ça, mais je suis pas capable de m'investir dans quelque chose qui ne me passionne pas ou qui ne me plaît pas énormément. Et du coup, tout ce que je fais me passionne et j'ai envie de rien lâcher de tous ces aspects de ma vie, de mon travail. Donc, le théâtre me passionne, j'ai envie de continuer à en faire. La boxe me passionne, j'ai envie de continuer. La transmission, parce que je donne des cours aussi, je suis intervenante pour le cours Florent et la pédagogie me passionne. Et tout ça, c'est des choses que j'ai envie j'ai pas envie de faire que un truc et puis de lâcher le reste. Donc, je sais pas, dans mon esprit, dans mon cerveau, j'essaye toujours de me dire, alors c'est pas si conscient que ça, mais ouais, instinctivement, je vais aller vers des choses où je peux mêler un peu tout. Donc là, par exemple, je travaille sur des interventions de team building où on mêle théâtre et boxe. Évidemment. Ou du leadership féminin. Donc ça mêle mon côté humaniste, féministe, mais parce que humaniste, de la transmission des femmes, de cet esprit de combat que j'ai acquéri avec mes expériences, ma vie et les années. Et je mêle à l'intérieur, je mets de la boxe aussi pour. Bon, c'est très très accessible, vraiment à tout niveau. C'est pas tant du sport, c'est plus développer l'esprit combatif, développer des skills à travers la boxe que quand on est une femme, la société va pas forcément nous apprendre. C'est ça. Comme quoi, par exemple?
Par exemple, une petite fille, on va lui demander de faire attention à elle. Il faut pas qu'elle se blesse, il faut qu'elle fasse attention, il faut qu'elle soit prudente, peut-être de pas abîmer sa robe aussi, ce genre de choses. Pas forcément les parents, hein, mais à l'école, la société, tout ça. Un petit garçon, naturellement, on va avoir tendance à plus le pousser, à lui suggérer de grimper plus haut, de courir plus loin, plus vite, de taper plus fort s'il fait de la boxe. Une petite fille, c'est des clichés, hein, mais c'est quand même révélateur. Les clichés, ça indique quand même beaucoup de vérité dans les choses. Une petite fille, on va l'inscrire naturellement plus vers des activités comme de la danse, par exemple. La danse, c'est très, très bien. Mais la danse, ça nous apprend pas qu'on est forte. Ça nous apprend qu'on est gracieuse, désirable. Mais ça nous apprend pas qu'on est forte. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui nous manque, je pense, dans nos sociétés. Moi, j'aimerais vraiment que dans un monde idéal, que les petites filles disent, moi, je suis forte et pas moi, je suis jolie. Et que les petits garçons puissent dire, moi, je suis jolie. En fait, ce serait bien qu'ils disent les deux. Je suis voilà. belle et je suis beau et fort. C'est trop rare. Hein. Alors, je m'intéresse plus aux filles parce que j'en suis une. Et je pense que c'est là qu'il y a le plus de travail à faire parce que nous, on subit plus les conséquences de tout ça. Je vois autour de moi, parce que c'est des sujets qu'on aborde beaucoup avec des amis à moi, filles. Par exemple, on attend vraiment d'être prête avant de se lancer. On attend d'avoir vraiment tellement travaillé la copie pendant des semaines, des mois, voire des années avant de se lancer pour proposer le projet, avant de se lancer pour répondre à l'entretien d'embauche. Mais c'est des statistiques. Enfin, je veux dire, mon point de vue s'appuie pas sur des sentiments ou un ressenti, ça s'appuie vraiment sur des statistiques. Les femmes, pour répondre à une proposition d'embauche, elles attendent de remplir 100% de la fiche de poste. Les hommes attendent de correspondre à 60% de la fiche de poste. Ah oui. Oui. L'écart de salaire l'écart de salaire homme-femme, femme-homme. Alors, oui, il y a un souci au niveau des employeurs, mais il y a aussi le fait que quand une femme, on lui demande quelles sont vos prétentions salariales, mais elle prétend à moins qu'un homme qui a la même expérience, les mêmes diplômes, le même âge, etc., etc. Donc, c'est qu'à un moment, on a peut-être quand même un souci de légitimité, de sentiment de légitimité par rapport à tout ça. Et donc, eh bien, il y a moins de femmes que d'hommes, beaucoup moins de femmes que d'hommes dans les conseils d'administration, beaucoup moins de femmes dirigeantes que d'hommes dirigeants. Il y a que 33% de femmes auto-entrepreneuses en France, contre tout le reste d'hommes, 2 tiers de plus d'hommes. Tout ça est hyper révélateur. Il faut juste, je pense, regarder ça un peu froidement et se dire, très bien, bon, cette inégalité dans les faits, d'où elle vient. Moi, je pense que ça peut venir de là. En tout cas, c'est peut-être un élément de réponse. Et en tout cas, c'est un truc sur lequel nous, les femmes, on peut travailler. Tout à fait. Là, on se dit, ça peut-être, si moi je change un peu ma vision sur moi-même, sur les choses, peut-être, à mon prochain entretien d'embauche, quand je chercherai du travail, mes prétentions salariales correspondront vraiment à ce que je vaux. Et pas un regard biaisé que j'ai sur moi-même, parce que tout ça. En fait, ils correspondront à la fonction et pas nécessairement à mon sexe. Oui, voilà, ouais. C'est ça. C'est super ce que tu dis parce qu'en fait, on voit qu'au départ, il y avait le théâtre qui t'occupait
Et puis, il y a eu un moment où ça devenait trop, il fallait changer quelque chose. Et donc là, tu as fait une transition puisque tu as lâché un petit peu le théâtre à un moment et tu t'es adonné à 100% à la boxe jusqu'à justement atteindre ton objectif qui était d'être championne de France et un grand bravo parce que ça nous rend honneur à toutes aussi, évidemment. Et alors aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que tout ça t'amène à une forme de synthèse. Si tu n'avais pas suivi ton élan de théâtre, si après tu n'avais pas suivi l'élan de le lâcher, et si tu n'avais pas suivi l'élan de rattraper la boxe, aujourd'hui, ben, tu serais peut-être pas en mesure de faire passer des messages comme ceux que tu as envie de faire passer. Oui, oui. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui a changé justement par le fait que tu as acquis ce titre? Alors, j'ai acquis ce titre en 2023 et j'ai acquis un nouveau titre de championne de France, semi-pro. Donc, premier titre, j'étais championne de France amateur, maintenant je suis championne de France semi-pro en titre. Donc, ça a vraiment fait ça pour moi. J'ai énormément progressé, donc déjà, c'est des choses. Le sport, en fait, c'est un peu mathématique. Si tu travailles bien, tu progresses, mais tu le vois. Donc, c'est hyper gratifiant. Ouais. Et ça, c'est un truc où tu rentres chez toi et tu peux pas te dire si tu as progressé, tu as progressé. Donc, ça fait du bien de voir vraiment qu'on progresse. J'ai oublié ta question, excuse-moi. Ma question était justement le fait d'avoir eu ce titre. Qu'est-ce que ça a changé comme regard de toi à toi et de regard de la société vis-à-vis de toi? Oui. Alors, je me sens plus légitime, justement, à parler de ces questions-là, à parler de ces questions de la légitimité, du sentiment de légitimité des femmes en général, parce que j'ai l'impression, moi, personnellement, d'avoir progressé là-dessus. Même si je me vois encore avoir des mécanismes où je me dis que je n'ai pas du tout encore brisé mon plafond de verre autant que ce que j'aimerais, mais je vois quand même qu'à certains endroits, j'ai vraiment progressé. Un truc tout con que je faisais pas avant, il y a quelques années, c'est quand je montais un projet ou par exemple, je monte un projet, je dois passer des coups de fil, je dois demander des choses à des gens, les convaincre, chercher des financements, etc., etc. Il y a quelques années, pour le faire, je me faisais un sang d'encre avant, je me remplissais des fiches à n'en plus finir. Ça me prenait des semaines avant de passer un coup de fil. J'y pensais tout le temps parce que c'était hyper important. Je me sentais pas légitime et j'essayais de vraiment être parfaite et être prête à passer ce coup de fil. Maintenant, j'en ai plus rien à secouer. Je dois contacter quelqu'un au feeling. Je me fais confiance parce que aussi maintenant j'ai plus d'expérience. Y a quand même des choses que j'ai acquises, des connaissances que peut-être j'avais pas aussi avant que maintenant j'ai. Mais je me prends plus la tête quand j'ai besoin de demander un truc à quelqu'un, des élus locaux ou quoi. Je réfléchis pas, j'envoie un mail. Je me prends pas la tête, je fais un bon mail, mais je me prends pas la tête pendant 3 heures à reformuler plein de trucs, à demander son avis à 50 personnes. Je le fais en 2 minutes, hop. Et ben, figurez-vous que la plupart du temps, ça marche. Oui, oui, c'est ça. En fait, tu ne te poses plus de questions et donc tu es crédible. Tu t'es rendu crédible. Ouais. Et puis, je crois que j'ai appris à m'en foutre aussi un petit peu. Je me dis que... tu as reçu des coups, donc effectivement, tu t'en fous. C'est vrai, mais oui, c'est vrai. Alors ça, c'est un super parallèle à faire avec la boxe parce que je pense vraiment que la boxe, c'est une allégorie de la vie.
dans la vie, franchement, elle est difficile. On s'en prend plein la gueule. Il y a des périodes vraiment très dures. Il y a des périodes de grande joie, mais il y a des périodes vraiment très dures. Euh, on se prend des coups, même si c'est pas de la violence physique, on se prend des coups. La vie nous en met. Et la boxe, on apprend en pratiquant que on se prend des coups. Oui, c'est un peu le principe, hein. On en donne, mais on en prend aussi, pas mal. La plupart font pas mal. La plupart, c'est des coups qui peuvent un peu choquer, mais qui ne font pas mal. Et qu'est-ce qu'on en fait derrière? C'est ça. Est-ce que et ça, c'est des choses qui s'apprennent, c'est des mécanismes qui s'apprennent, c'est des choses qui peuvent vraiment s'acquérir avec du travail, avec avec de l'expérience, avec de la répétition de mouvements, de la répétition d'exercices, etc., etc. À la boxe, tu prends un coup, bah, tu remises ou tu ripostes. Ah oui. Tu peux apprendre à esquiver aussi. Tu prends un coup et tu tombes. Mais c'est pas la fin du combat. À moins que tu sois KO, mais ça arrive quand même rarement et encore moins à l'entraînement. Parce que faire de la boxe, ça veut pas dire faire des combats et monter sur le ring. Ça peut simplement vouloir dire faire de la boxe en loisir, protégé. Enfin, il y a pas de. Et t'es par terre et qu'est-ce que tu fais? Mais tu te relèves et c'est OK. Et peut-être que l'action d'après, c'est toi qui vas marquer des points. Et donc vraiment, on apprend ça. C'est pas du tout aussi conscientisé que ce que là je te dis, mais c'est des choses qu'on intègre du coup dans notre corps, dans notre chair et dans notre cerveau. On acquiert des automatismes aussi. Plus tu pratiques, plus quand tu te prends un coup, ça te passe complètement au-dessus. Parce que encore une fois, ça fait partie du combat et donc quelque part, ça fait partie de la vie. absolument. Et aussi parce que la plupart des coups ne nous mettent pas KO. Enfin, 99,9% des coups qu'on prend, au pire, on a un bleu, mais on n'est pas sans ressources derrière, tu vois. Donc c'est un truc qui vient dans ta chair, je pense. Et quand tu deviens un peu combatif ou combative à la salle, je suis convaincue que derrière, tu deviens combative dans la vie et au travail et dans ta vie personnelle, etc., etc. Et pour les garçons, dans nos sociétés, on les encourage à être combatifs, à se dépasser et à être forts dès tout petit, mais pas les filles. Donc, peut-être que pour nous, c'est important d'aller chercher ça. De ne pas s'écraser dès que la vie nous envoie un coup difficile. Oui, et d'avoir conscience, vraiment d'avoir conscience qu'on est forte. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, en fait, maintenant, justement, ça peut devenir ton message. Enfin, toi, tu peux commencer justement grâce aux planches et grâce aux gants, au micro et aux gants quelque part, ou aux planches et aux rings. Tu peux commencer à être une porteuse de flambeau sur des messages qui touchent les femmes aussi et qui leur montrent que c'est possible de relever la tête dans des moments difficiles. Oui, bah en tout cas, c'est quelque chose que j'aime faire et c'est quelque chose, enfin, je sens que quand je transmets cette vision, en tout cas, que je suis pas du tout la seule à avoir d'ailleurs, hein, mais quand j'en parle, je vois que les femmes, mais même les hommes, sont attentifs et ça leur donne de l'espoir. J'ai fait une conférence il y a pas longtemps sur mon parcours de femme dans un sport de combat, donc sous-entendu dans un sport masculin, quoi. Mais j'ai surtout parlé de ces choses-là. Et dans l'assemblée, moi, je pensais qu'il y aurait que des femmes qui viendraient. Et puis, j'étais surprise parce qu'il y avait à peu près autant de femmes que d'hommes. Et il y avait beaucoup d'hommes qui sont venus et qui intervenaient. Moi, j'aime bien que ce soit un peu interactif.
pas juste prendre un micro et moi parler de moi. J'aime bien que ça rebondisse un peu en face. Et beaucoup de ces messieurs, en fait, se sentaient vraiment concernés parce que ils avaient des filles, par exemple. Et donc, prenaient conscience que effectivement, c'est pas la même chose. La société n'élève pas nos filles de la même manière qu'elle élève nos garçons. Et ça les rassurait. En tout cas, j'ai eu l'impression vraiment que mon discours les rassurait. Euh, Parce qu'on considère beaucoup les femmes comme des êtres qu'on doit protéger, que les hommes doivent protéger. Ils sont incapables de se protéger elles-mêmes. Alors, c'est pas du tout en apprenant à faire de la boxe. Excuse-moi, il y a... Voilà, on a eu un petit moment d'interruption, mais on reprend maintenant. Et donc, ce que tu disais, c'est que tu avais fait une conférence et que tu étais justement sur ça, sur la compatibilité des femmes quelque part, et que tu étais étonné de voir qu'il y avait des hommes et que quelque part ça les rassurait. Alors, en quoi ça les rassurait? De sortir de cette vision, alors c'est comme ça que je l'ai interprété, mais de sortir de cette vision que c'était des papas qui avaient des filles. Que les filles ou les femmes sont des êtres fragiles que les hommes doivent protéger, comme si elles n'étaient pas capables de se protéger elles-mêmes. Alors, je ne veux pas du tout dire par là que quand on pèse 50 kilos, on est capable de se défendre dans la rue si on se fait agresser par un mec qui fait 110 kilos. Pas du tout. Si ça nous arrive, il faut crier très fort et partir en courant. Mais la plupart des agressions, déjà, ça ne se passe pas comme ça. Si on parle de viol, par exemple, des viols, un viol qui survient la nuit dans la rue, dans une ruelle sombre, par un inconnu, c'est 10% des viols. 90% des viols, c'est la victime connaît son agresseur. Donc, je pense que ce qui est essentiel, c'est que pour essayer de changer ces statistiques, comment nous, on peut tenter de changer d'agir là-dessus en tant que femme, c'est apprendre à se défendre, mais apprendre à peut-être à mettre des limites, à travers la boxe, on apprend à se défendre physiquement, mais ce physiquement va nous permettre d'apprendre à nous défendre mentalement, psychologiquement, de mettre des limites, demain, tu fais de la boxe, appris à te défendre, tu sais faire des petits combats à l'entraînement, tu t'en sors bien, même si tu n'as pas du tout un gros niveau, on s'en fout. Tu commences à avoir ça en toi. Demain, tu vas travailler, ton patron ou ta patronne ne se conduit pas bien avec toi. Et un peu à la limite du harcèlement, mais peut-être que grâce aux skills que tu as développés à la boxe, d'un coup, tu vas être capable de mettre des limites, de dire stop, ou de gérer la situation autrement qu'en étant apeuré et en attendant que l'aide vienne de l'extérieur. Voilà, moi c'est ce en quoi je crois. Je pense que c'est quelque chose qui est atteignable pour chacune d'entre nous, qui est facilement qu'on peut facilement mettre en place et qui peut changer un peu notre quotidien en mieux. C'est ça. C'est génial, hein, j'aime vraiment bien parce qu'effectivement, tu ne serais pas passé par cette phase boxe championne, tout cet entraînement en fait. Aujourd'hui, ce message serait certainement beaucoup moins fort et n'aurait peut-être pas cette assise que tu peux donner aujourd'hui. Mais alors, on va bientôt clôturer cet entretien. C'est quoi la suite alors pour toi? Tu vois quoi comme prochain objectif? Alors, prochain objectif, j'aimerais beaucoup remonter un spectacle ou en tout cas faire partie d'une nouvelle aventure théâtrale qui mêlerait théâtre et boxe thaïlandaise. Ça me plairait beaucoup, beaucoup. Un ami de longue date vient de me proposer qu'on monte une école, une formation théâtrale ensemble. Donc ça m'excite énormément.
Et puis, développer toujours mes interventions en entreprise en mêlant tout ce que j'aime faire, donc le théâtre, la boxe, le leadership féminin, etc., etc. Et pourquoi pas des nouvelles choses bientôt. Je suis toujours un peu curieuse, j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Donc voilà, je me laisse un peu. Voilà, tu vas sentir ce que la vie te propose. Alors, Voilà. Ouais. si on devait te dire le mot de la fin ou un mantra qui te tient à cœur aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Hmm. Ah oui, j'ai envie de dire, votre instinct est toujours bon. Il faut le suivre et chercher l'endroit où vous êtes heureux. C'est ça Waouh, le plus important. c'est énorme. C'est un très joli message. Je te remercie beaucoup, Alix. Oui, Et vas-y. pardon, je termine juste avec un truc. Ouais. L'endroit où on est heureux, ça peut être l'endroit où on gagne de l'argent, hein. C'est pas du tout incompatible. Oh, que c'est bien de le dire, parce que c'est vrai qu'avec ces dérives de la spiritualité, on ne peut plus associer passion et argent. Et ça, c'est merci. Merci, merci, Alix. À très vite. Merci à toi, Brigitte. Au revoir. Merci d'avoir écouté Sage Transition, le podcast des défis de la vie. Vous avez aimé? Laissez-nous un pouce, un commentaire, abonnez-vous et partagez autour de vous. Et si vous-même vous avez une histoire inspirante à nous raconter, contactez-nous.